Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire sur la ville perméable, une solution tombée du ciel. On va pouvoir démarrer cet échange. Déjà, je vais me présenter. Je suis Louise Fell, chargée d'études à la Fabrique de la Cité. Et je vais aussi en profiter pour présenter la Fabrique de la Cité pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un think tank des transitions urbaines, un fonds de dotation qui a été créé en 2010 par le groupe Vinci et donc notre travail se résume à la publication de notes, d'interviews d'experts, de l'organisation de webinaires, de conférences ou d'ateliers territoriaux. Et on essaie de décrypter, d'analyser toutes les transitions qui peuvent préoccuper les collectivités françaises, donc aussi bien les sujets de mobilité que d'énergie, de gouvernance, d'adaptation au changement climatique. Et justement, dans ce thème-là, ce webinaire poursuit la réflexion commencée par deux de nos dernières notes. Donc une note sur le retour sur le programme de la ville-éponge chinoise, publiée, écrite par Lucie Morand, ici présente avec nous ce matin, qui va nous en parler. Et enfin, une note donc sur la ville perméable, une solution tombée du ciel, publiée en novembre et que je vais présenter dans quelques instants. D'abord, je vais vous présenter un peu le déroulé de ce webinaire. Je vais commencer par introduire le sujet, poser le cadre de ce webinaire avec les principaux enseignements tirés de la note La ville perméable. Ensuite, je laisserai la parole à Jonathan Schwitt, qui est hydrologue et membre du conseil d'administration de l'Association pour une hydrologie régénérative et qui nous expliquera du coup en quoi cela consiste et pourquoi c'est intéressant pour aller plus loin que les enjeux de la ville perméable et s'intéresser au niveau au bassin versant et du territoire. Puis, c'est Lucie Morand, architecte urbaniste et chef de projet aménagement durable chez Suez, qui a écrit la note sur les villes-éponges chinoises et qui nous donnera du coup son regard vu de Chine pour permettre une perspective, voilà, une comparaison avec les méthodes utilisées en France. Et finalement, Paola Vigano, donc architecte urbaniste, professeur des universités et Grand Prix de l'urbanisme 2013, qui nous expliquera aussi quelques cas européens, plus généralement de la gestion de l'eau dans la ville, avec des cas en France et en Europe. Donc évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et nous répondrons à quelques questions après chaque séquence. Donc, je vais commencer par voilà, poser le cadre et présenter la note La ville perméable. Donc, la ville perméable, juste pour voilà, rappeler rapidement les bienfaits avant d'aller plus loin, la ville perméable, les principaux avantages, c'est qu'elle est plus résiliente aux aléas climatiques, autant en termes d'inondation que de sécheresse, que de gestion des chaleurs. Et également, elle permet de diminuer la pollution du milieu naturel et de préserver la biodiversité. Alors, la ville perméable, évidemment, les premiers éléments, c'est qu'elle permet une désimperméabilisation des sols et donc de mieux infiltrer l'eau dans les sols en ville. Aussi à travers une meilleure végétalisation, donc à travers des noues, des jardins de pluie, des arbres et des revêtements perméables en général. Ça permet aussi de diminuer les enjeux de sécheresse parce qu'en fait, quand l'eau s'infiltre dans les sols, elle permet de recharger les nappes phréatiques. Et la ville perméable, c'est aussi une ville dans laquelle on réouvre et on réaménage les cours d'eau, qui sont des alliés très importants pour tous ces enjeux, pour tous ces enjeux-là. Évidemment, on a aussi observé des freins à la mise en place de la ville perméable. Et les premiers, c'est en fait, on parle vraiment d'un véritable changement de regard sur l'eau. Et donc, les services, les acteurs de l'aménagement du territoire doivent d'abord connaître ces méthodes, tout simplement, savoir qu'elles sont intéressantes pour mieux résister à ces chocs et donc s'approprier les méthodes, parfois via les agences de l'eau notamment, qui forment et sensibilisent à ces méthodes, parfois aussi également à travers des associations locales. Par exemple, sur le territoire du Douaisis, c'est l'association Adopta qui aide les acteurs à s'approprier ces méthodes. Le problème, c'est que ça demande aussi de décloisonner un peu les services parce que jusqu'à maintenant, c'était surtout le service assainissement en fait qui se préoccupait de ces choses-là et il y avait peu de réflexion sur le bienfait des espaces verts, sur l'infiltration de l'eau. Et donc, pour une ville perméable, l'idéal, c'est de faire coordonner les travaux des différents services, donc le service espace vert, le service voirie, le service assainissement, et donc faire en sorte que tous ces acteurs conçoivent le projet dès le début, tous ensemble.
Alors, ce qu'on a remarqué finalement, c'est aussi que gérer de l'eau, enfin, l'infiltration de l'eau en ville, c'était bien, mais que si on voulait vraiment aller plus loin et apporter une vraie résilience des villes et des territoires en général au changement climatique, il faudrait s'intéresser à l'échelle du bassin versant, parce qu'en fait, c'est la seule frontière physique que connaît l'eau, celle de son bassin. Et donc, ces questions doivent aussi être traitées en amont des villes, donc dans les campagnes, pour être vraiment plus efficaces et prévenir le danger qui pèse sur les villes. Donc, c'est dans cette optique que ce webinaire s'installe et permet de poursuivre les réflexions. Justement, Jonathan Fuit va nous expliquer un peu plus comment on fait justement pour gérer l'eau de pluie en amont des villes. Et on va aussi entendre beaucoup de perspectives internationales qui vont nous montrer comment on pourrait s'inspirer de ces projets-là ou comparer les méthodes, parce que tous les pays du monde sont concernés par ces problèmes, mais les méthodes ou les méthodes, enfin les outils de déploiement de ces méthodes dans les territoires peuvent être très différents. Donc là, j'ai fait un résumé vraiment très synthétique de la note qui, évidemment, revient sur des études de cas plus précises avec des mises en situation sur le territoire de Douai, par exemple, ou de Lyon, ou encore de Nantes, ou Albi. Et donc, je vous invite évidemment à consulter la note qu'on va vous mettre dans le chat pour consulter, et également celle sur la ville éponge dont on va entendre parler dans pas longtemps. Et je donne maintenant la parole donc à Jonathan Schwitt, qui est hydrologue. Est-ce que vous pourriez commencer peut-être, j'ai parlé des bienfaits de la désimperméabilisation sur la ville. Est-ce que vous pourriez rappeler les bienfaits sur le cycle de l'eau qu'on a complètement déréglé avec le changement climatique et évidemment le rôle de l'association pour une hydrologie régénérative dans cette vision plus large de la ville perméable et du territoire dans son ensemble. Je vous laisse la parole pour une douzaine de minutes si ça vous va. Très bien, merci beaucoup Louise. Alors je vais partager Et j'arrête. ma présentation également. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de me donner l'occasion voilà, de parler de ce sujet qui me tient à cœur en tant qu'hydrologue. Donc aujourd'hui, je voulais partir déjà d'un constat, c'est-à-dire notre rapport occidental à l'eau, le rapport qu'ont les sociétés industrialisées, développées à l'eau. Et je pense que j'espère que tout le monde voit cette image résume déjà, en partie en tout cas, un peu notre rapport à l'eau, qui est un rapport finalement de un rapport de prédation, un rapport où finalement on cherche à dompter cette ressource, où on converge vers ce qui serait un faux idéal, qui est celui de piloter cette ressource à souhait. Donc on cherche vraiment à bâtir des infrastructures socio-techniques. Hein, vous voyez, il y a énormément de tuyauteries, il y a énormément de systèmes qui permettent d'assainir l'eau, de la dépolluer. Il y a énormément de systèmes qui permettent de la balancer à droite, à gauche, de l'endiguer, de l'utiliser comme ressource pour l'irrigation et évidemment voilà, d'irriguer l'ensemble de la société thermo-industrielle dans laquelle nous évoluons dans les sociétés occidentales. Donc ça, c'est un rapport à l'eau qui semble voilà, un petit peu péjoratif. Je tire voilà, à grands traits un portrait un peu noir de la situation. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Ici, ce qui est représenté sur cette image, c'est notre rapport à l'eau bleue. C'est l'eau qui circule, voilà, notamment dans les rivières, les lacs, et aussi en partie dans nos tuyaux, notamment dans les systèmes urbains. Mais c'est une partie du problème, et il faut aussi s'intéresser à l'eau verte, c'est-à-dire l'eau qui se situe dans les paysages et l'eau qui est contenue dans les végétaux. Alors pourquoi c'est très important pour les hydrologues d'étudier l'eau dans les paysages? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'un paysage, et, et l'une des composantes de ce paysage, c'est aussi le sol, eh bien, c'est ce qui va aiguiller l'eau à travers les hydrosystèmes. C'est en fonction des propriétés du paysage, en fonction de son aménagement, que l'eau va être guidée plus ou moins rapidement et en plus ou moins grande quantité par ici ou par là. Donc l'eau finalement, pardon, le paysage finalement, c'est un système d'aiguillage dans le cycle de l'eau, mais dans la partie continentale du cycle de l'eau. C'est vraiment comme un poste d'aiguillage d'une compagnie ferroviaire. En fonction des propriétés d'un paysage, on va pouvoir guider l'eau d'une manière ou d'une autre.
Et donc c'est en travaillant les paysages et en aménageant finalement ces surfaces de sol qu'on influence grandement le devenir de l'eau et le cycle de l'eau en tant que tel. Alors forcément, si je vous donne, voilà, si je vous montre quelques images de quelques paysages possibles, vous voyez que sur la gauche, nous avons un paysage typiquement urbain, ici la ville de Tokyo, évidemment, le paroxysme d'une très grande métropole, mégalopole même. Et vous avez aussi ici un paysage d'un sol agricole euh, lié à l'agriculture intensive, voilà, avec un sol assez malmené finalement et assez pauvre en termes de biodiversité, en termes de capacité à réguler ce cycle de l'eau. En fait, finalement, ce qui est intéressant à noter, c'est que ces deux images, la ville d'un côté et la monoculture, le champ de monoculture de l'autre, ce sont un peu les deux faces d'une même pièce. Les grandes villes ont pu se développer parce qu'il y avait toute une infrastructure pour les nourrir, notamment via l'agriculture intensive. Mais ces deux paysages, finalement, ces deux paysages sont très déshydratés. Ils ne retiennent pas bien l'eau et la font circuler beaucoup trop vite vers son exutoire. Et ils sont aussi vecteurs de pollution, ce qui est aussi un très grand problème pour les milieux aquatiques et l'ensemble des utilisateurs de l'eau, que ce soit les sociétés humaines ou les écosystèmes. D'un autre côté, voilà, sur la droite, vous avez le paysage typiquement hydraté, celui qui régule très très bien le cycle de l'eau, c'est-à-dire la forêt. Donc évidemment, c'est un paysage idéalisé, mais c'est celui qui finalement naturellement régule le mieux l'eau. Pourquoi? Parce que les arbres sont vraiment en capacité d'éponger cette eau et de la laisser s'infiltrer en profondeur. Pourquoi c'est important de laisser s'infiltrer l'eau en profondeur? C'est parce que notamment, comme l'a dit Louise, on peut recharger les nappes. Et recharger les nappes, c'est recharger les batteries des hydrosystèmes. En rechargeant bien les nappes, en laissant l'eau s'infiltrer le plus possible, on ralentit ce cycle de l'eau, on lui permet finalement d'encaisser des événements extrêmes et puis voilà, de relâcher cette eau au cours de l'année dans les milieux de surface qui y sont connectés. Donc ça, c'est très très important pour l'hydrologie. C'est vraiment, ça passe par l'aménagement du territoire et les propriétés de surface. Alors, comme je l'ai dit, l'une des composantes principales finalement de ce paysage, c'est le sol. Alors le sol, ce n'est pas simplement un- un support pour la construction, notamment des édifices ou des routes, mais c'est vraiment quelque chose, c'est un habitat en tant que tel, c'est un écosystème, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça régule le climat, c'est important pour le cyclage des nutriments. C'est un habitat et comme je l'ai dit, c'est un formidable aiguilleur et régulateur du cycle de l'eau. Mais ça a aussi finalement une très grande valeur patrimoniale et culturelle, ce sol, ses sources de nourriture, ça séquestre du carbone et c'est aussi un moyen de retenir ou de transformer des polluants. Donc ça, c'est important de se reposer vraiment cette question, qu'est-ce qu'un sol et pourquoi un sol est si important? Il faut voir les choses en 3D, même en 4D ou 5D si on ajoute les dimensions de temps et de biodiversité à l'intérieur. Alors un sol malmené dans les campagnes, ça ressemble à ça, hein. Ce sont des sols qui, lorsqu'il y a des événements extrêmes, notamment des grandes pluies, eh ben, ne peuvent plus infiltrer l'eau, ruissellent énormément, et là il y a une perte, non seulement, enfin il y a pas une perte d'eau, mais l'eau ruisselle beaucoup trop vite vers son exutoire, mais il peut aussi y avoir une perte de la qualité des sols. Alors face à ça, l'hydrologie régénérative, à travers l'association notamment pour laquelle je suis co-administrateur pour une hydrologie régénérative, ben, ça consiste à réhydrater les paysages donc par un aménagement qui est fondé sur trois choses, sur un vrai triptyque. On se pose la question des circuits de l'eau à travers le paysage, on essaye de la ralentir, de l'infiltrer, de la répartir dans les paysages le plus possible, donc vraiment pour la retenir et qu'elle reste le plus longtemps possible dans ces paysages, de manière, voilà, avec de l'hydraulique douce, avec des aménagements d'hydraulique douce. On se repose vraiment sur une aggradation des qualités écosystémiques du sol. Donc on se pose la question de comment recréer une bonne structure poreuse, comment on ramène de la matière organique qui permet d'éponger l'eau et de la retenir le plus longtemps possible et de l'infiltrer quand elle est en excès. Et puis on se repose sur l'arbre, ou en tout cas la végétation, et en particulier l'arbre, qui est capable à lui seul de créer tout un écosystème extrêmement riche, qui permet justement aussi au sol d'avoir ces propriétés qui sont extrêmement bénéfiques pour le cycle de l'eau.
Donc ici, vous avez une idée, un exemple de ce qui peut se faire sur un paysage typiquement. C'est en se reposant sur les courbes de niveau. On va créer des aménagements qui vont se greffer le long des courbes de niveau. On va pouvoir créer des vergers ou des systèmes agricoles un peu complexes, très hybrides, avec du maraîchage, de la fruiticulture, mais tout ça le long des courbes de niveau, en essayant de répartir au maximum les flux d'eau qui arrivent pour la retenir et puis pour la laisser s'écouler tranquillement. Donc ça, c'est un exemple. J'ai envie de vous donner à voir quels sont les autres exemples qu'on peut avoir. Donc ici, un exemple au Mexique, où on voit un peu une prise de vue de hauteur, où on voit ces aménagements ici qui viennent se greffer le long des courbes de niveau et qui viennent ralentir le cycle de l'eau. Ici, un exemple en Argentine, où cette fois-ci, vous avez quand même néanmoins des grandes cultures qui peuvent aussi s'agencer le long de ces courbes de niveau, créer des patchs comme ça, qui non seulement viennent se reposer sur une diversité des cultures, donc aussi une biodiversité derrière, mais encore une fois, ralentir ce cycle de l'eau en se reposant sur ces courbes de niveau. Un autre exemple en Inde, ici, où à travers la Pani Foundation, où il y avait, voilà, c'était un endroit qui était soumis à de graves sécheresses, qui commençaient à vraiment s'appauvrir du fait de ces sécheresses, ben, en créant des aménagements vraiment d'hydraulique des douces, c'est-à-dire des baissières que vous voyez ici, en fait, on peut vraiment ralentir ce flux et créer des paysages qui se réhydratent. Donc ça, c'est le même paysage au même endroit quelques années plus tard. Voilà, on a vraiment cette rétention d'eau à la parcelle au maximum pour la réemployer un peu plus tard dans l'année notamment. Alors, pour embrayer sur voilà, la désimperméabilisation de la ville, vraiment, on converge maintenant de plus en plus vers cet idéal de passer d'une ville entonnoir à une véritable ville éponge, une ville qui est capable de retenir l'eau le plus possible, notamment face aux événements extrêmes. C'est-à-dire que le changement climatique, on en entend beaucoup parler, j'insiste pas beaucoup dessus aujourd'hui, parce qu'en fait, finalement, ce changement climatique vient exacerber des fragilités qu'on a induites nous-mêmes en modifiant profondément les paysages et les sols. Donc c'est un facteur aggravant, le changement climatique, qui va venir appuyer sur ces fragilités. Beaucoup d'eau d'un coup dans des périodes très brèves qu'on n'arrive pas facilement à réguler, et d'un autre côté des périodes de sécheresse plus intenses et plus longues et plus fréquentes. Et donc c'est les deux faces d'une même pièce. Et c'est pour ça qu'on a besoin voilà, de sol éponge, y compris dans les villes. Alors, quand on regarde finalement les deux cas de figure, le cas qui prédomine encore sur la gauche et qu'on compare aux cas de figure qu'on aimerait voir se développer dans les villes, finalement, avec mon œil d'hydrologue, je regarde ces choses-là et je me dis, avant tout, désimperméabiliser les villes, c'est aussi prendre soin des habitants de la ville. Finalement, ce n'est pas tellement une question d'hydrologie, de régulation du cycle de l'eau en premier lieu, c'est une question finalement de bien-être et de confort des habitants des villes qui priment d'abord. Et ensuite viennent les questions d'hydrologie pour moi. Et enfin, pour finir, et pour ouvrir justement sur ce que disait Louise, il ne faut pas, je pense, en ville, se préoccuper uniquement de ce qui se passe en ville, parce qu'il y a des problématiques liées notamment au trop d'eau, donc avec des phénomènes de ruissellement qui sont engendrés par ces surfaces imperméabilisées. Mais il y a aussi ce qui est exogène, c'est-à-dire en dehors de la ville, et notamment des phénomènes de crue, lorsqu'une ville est traversée par un ou plusieurs cours d'eau. Ces crues sont engendrées, sont générées sur l'ensemble du bassin versant et vont s'écouler à travers la ville. Et c'est en rectifiant les cours d'eau, comme ce qui se passe dans le cartoon ici en bas, en rectifiant les cours d'eau et en bâtissant dans le lit majeur des rivières, forcément, au bout d'un moment, on a des problèmes. Donc il faut aussi se poser les questions de ce qui se passe en amont. Et c'est pour ça qu'il faut retenir l'eau au sein des paysages, au sein des bassins versants, en amont, le plus tôt possible et le plus possible pour la faire converger tranquillement vers les cours d'eau, notamment via les nappes phréatiques. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment, et puis on poursuivra les discussions, j'espère, dans la suite. Merci beaucoup. Ouais, je trouve ça hyper intéressant de rappeler que même si la campagne, on a l'impression, ce sont des paysages naturels, ils ne permettent quand même pas parfois d'infiltrer les sols. Donc, ils restent imperméables. Alors, on a une question et une remarque, je crois. Donc, Étienne qui demande, les avis sont partagés sur le rôle des drainages agricoles. Est-ce qu'ils contribuent au ralentissement ou à l'accélération du cycle de l'eau? Je sais pas si tu as une réponse, Jonathan.
Non, le drainage, clairement, il va accélérer la partie continentale du cycle de l'eau. Parce que là, on force l'eau à partir le plus vite possible de là où elle est. Donc, en mettant en place des drains, des systèmes de canalisation, enfin oui, des canaux, finalement, des petits canaux qui encerclent les champs cultivés. Le but, justement, c'est d'évacuer l'eau le plus possible le plus rapidement possible vers son exutoire. Or, évidemment, quand on est en situation de trop-plein et qu'on veut assécher des prairies humides, notamment pour les mettre en culture, c'est pratique d'évacuer l'eau le plus rapidement possible. Par contre, le pendant, c'est que quand on en a besoin, en cours de sécheresse, notamment intense et longue, cette eau est partie, on l'a fait partir. Donc forcément, pour en retrouver par ailleurs, c'est compliqué. Merci. Et il y a également une remarque sur les toits et les façades végétalisées ne sont pas toujours des solutions véritablement durables. Elles sont trop souvent présentées comme telles, mais induisent des dysfonctionnements et des bilans carbone dans la construction qui sont pas forcément positifs. Alors, je sais pas si tu as des éléments là-dessus. J'avais vu que la végétalisation des toits et façades pouvait servir pour le rafraîchissement, mais c'est vrai que je suis pas au courant des impacts négatifs qu'il pourrait y avoir de l'autre côté. Alors là, je pense qu'on va toucher à la limite de mes compétences propres d'hydrologue. Je pense qu'il va falloir poser la question aux autres intervenants qui sont beaucoup Bien plus sûr. qualifiés que moi sur ces questions. Mais en effet, l'hydrologue peut dire que la végétation, de manière générale, elle permet de créer de l'évapotranspiration à travers les végétaux. Et ça rafraîchit en effet, ça rafraîchit les villes parce qu'en fait, l'énergie nécessaire pour évaporer l'eau, elle est puisée dans les calories qui se trouvent dans l'atmosphère. Donc, en puisant dans ces calories, on fait baisser la température pour évapotranspirer. Mais c'est la seule chose que je peux dire après sur l'ensemble du cycle de vie. J'ai pas de Ouais, compétences là-dessus. merci. Justement, Lucie Morand, je vais vous passer la parole pour nous emmener un peu plus loin sur les villes éponges chinoises. Est-ce que vous pouvez voilà, nous expliquer un peu le programme, les enseignements de votre note et qu'est-ce qu'on doit tirer des méthodes utilisées en Chine? Et évidemment, si vous avez envie de rebondir sur des choses qui viennent d'être dites. Très bien. Tout d'abord, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ah, super. Alors, je vais vous partager mon support. Voilà, hop. Alors, Parfait. voilà. On va très bien. Alors, effectivement, je vais vous parler de la ville éponge, la Sponge City programme. Mais avant tout, je voulais commencer peut-être pour se remettre un peu dans le contexte de la Chine, qui est quand même assez spécifique, et vous donner quelques petites chiffres et quelques informations. Alors, effectivement, la Chine aujourd'hui, c'est 1,4 milliard d'habitants, d'individus, dont 900 millions d'urbains, avec un taux d'urbanisation en 2020 qui s'élève à 64%. Et selon les prévisions, en 2030, on atteindra 80% de taux d'urbanisation. Ce qui est assez spécifique dans cette urbanisation chinoise, c'est qu'on a un développement urbain qui est vraiment focalisé sur la frange est du pays et qui contient près de 694 villes, dont 29 ont plus de 5 millions d'habitants et 11 ont plus de 10 millions d'habitants. Il y a deux spécificités à ce développement urbain en Chine. Le premier, donc, c'est que finalement, ces zones urbaines sont situées dans des zones où la topographie est plus à risque, donc situées soit sur des plaines, des deltas, près des grands fleuves et tous leurs affluents, mais aussi face à cette façade maritime où il y a énormément d'événements climatiques, notamment une hausse d'épisodes de typhons. Voilà, on compte à peu près de 20 à 30 typhons très violents qui touchent la Chine par an, mais aussi des épisodes de mousson et donc des pluies intenses qui ont tendance également à s'intensifier, à devenir de plus en plus fréquentes. Et notamment en juin dernier, dans le sud de la Chine, on a eu une semaine de pluie torrentielle non-stop qui a touché le Guangdong, donc la région du sud. Donc, on comprend qu'il y a une hausse des vulnérabilités et des risques pour les habitants qui sont de plus en plus nombreux à vivre dans les villes, qui sont dans des sites à risque, et également avec une hausse des effets
dues au changement climatique, donc voilà, des fortes intempéries. Il y a aussi un autre problème qui est central, c'est que lors de ces épisodes de fortes pluies, il y a un effondrement de la qualité de l'eau. C'est-à-dire que l'ensemble du grand cycle de l'eau et également le petit cycle de l'eau est touché par ces intempéries et cette eau qui s'évacue va venir polluer les nappes, les rivières, etc. Il y a davantage de drainage et une hausse de la pollution. Toutes ces problématiques font qu'aujourd'hui, le gouvernement chinois a pris à bras-le-corps le sujet. Il a développé depuis les années 2010 des projets pour travailler notamment sur des réseaux, donc tout ce qu'on appelle les infrastructures grises, et donc tous les réseaux de canalisation, etc., des grandes villes. Mais parallèlement, depuis 2013, il a mis en place donc le programme de la Sponge City, qui est dans un premier temps un programme politique qui fixe des objectifs chiffrés qui sont très ambitieux. Par exemple, je vous donne quelques-uns de ces objectifs. Le plus représentatif, c'est d'atteindre 80% des aires urbaines perméables et 70% de l'eau de pluie qui va être récoltée doit être recyclée ou réutilisée. Donc, ces ambitions sont quand même assez importantes. Le deuxième point très intéressant, c'est que ce programme a été donc réalisé sur une trentaine de villes pilotes, mais ce sont des villes pilotes qui ont été choisies, notamment pour on va dire leur importance à l'échelle administrative de la Chine et donc leur importance économique. Et il s'agit de villes immenses, c'est-à-dire qu'il y a Wuhan, Pékin, Shanghai, etc. Donc, c'est des villes qui sont des villes de plus de 10 millions d'habitants. Donc, on se représente bien l'échelle d'impact et en même temps la temporalité très courte, puisque ce programme commence à avoir de premiers résultats et ça ne fait que 10 ans qu'il est mis en place. Donc, autant dire, c'est vraiment un battement de cils dans l'histoire de la construction des villes en tout cas, depuis notre perception occidentale. La troisième raison qui nous intéresse sur le cas de la Chine, c'est justement, Jonathan, vous parliez du rapport au paysage et à la place de l'eau dans nos environnements. C'est traditionnellement, dans la culture chinoise, une notion qui est tout à fait intégrée, c'est-à-dire que la planification urbaine s'appuie sur les éléments naturels, donc l'eau, le sol, enfin les reliefs et le vent, pour justement articuler les usages de la ville. Et finalement, cette eau devient une infrastructure, mais aussi, pas seulement fonctionnelle, mais aussi sociale de l'espace habité. Et c'est ce concept très fort de la présence des éléments dans les espaces aménagés, donc habités par l'homme, que reprend un architecte paysagiste très célèbre en Chine qui s'appelle Yu Kongjiang, qui a fondé l'agence Turenscape et qui a développé le concept de la ville éponge, enfin ville perméable, ville éponge, et qui reprend l'idée que l'eau n'est plus une contrainte, mais une véritable ressource, et qu'il faut harmoniser les espaces construits avec les éléments naturels. Alors, plus concrètement, les projets de Yu Kongjiang, qui est professeur à l'université de Pékin et donc qui travaille en lien étroit avec le gouvernement chinois, et qui donc a aidé à mettre en place ce programme politique, l'idée était donc d'articuler, d'avoir une stratégie double. En effet, d'avoir une mise à niveau de toutes les infrastructures grises existantes pour leur permettre d'être améliorées, et parallèlement de s'appuyer sur des solutions dites vertes, donc fondées sur la nature, et qui visent une transversalité en fait, des rôles de la nature. Donc la gestion de l'eau, la diminution des îlots de chaleur, des effets aussi d'épuration et de filtration des polluants, etc.
Donc, Yu Kongjiang propose de s'appuyer sur plusieurs stratégies qui sont diverses et transversales. La première, c'est bien sûr la perméabilité, donc augmenter, redonner de la place au sol et à la pleine terre, même en ville. Le deuxième volet, c'est bien sûr de planter au maximum, d'avoir une véritable explosion du végétal en ville. Et la troisième approche, c'est de travailler l'implication citoyenne, ou en tout cas des habitants locaux, puisque la relation au paysage, à l'eau et au végétal est très fort, et donc comment réintroduire aussi d'autres usages, donc de loisirs, et non seulement purement économiques ou fonctionnels de l'eau dans la ville. Donc, je vous ai mis un exemple du Shanghai Hutan Park, qui est un projet vraiment emblématique et qui est régulièrement étudié et visité par les différents maires de Chine pour comprendre les dispositifs qui ont été mis en place et comment s'est fait la programmation. Donc, le parc a un double rôle, un triple rôle: la gestion de l'eau, de pluie. C'est également le site pour une station d'épuration. Et le troisième rôle est bien sûr récréatif, puisque c'est un espace de loisirs très fréquenté à Shanghai. Je vais vous parler très rapidement d'un exemple qui m'est cher, qui est la ville de Xiamen, la municipalité de Xiamen, que j'ai beaucoup étudiée pour diverses raisons. La première est que Xiamen est la première ville en Chine à avoir mis en place un programme de transition écologique de très grande échelle. Donc, c'est une ville pilote. Je ne vais peut-être pas entrer dans tous les détails, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, au vu de sa situation, de son contexte géographique, c'est un archipel qui a toute son économie qui est littéralement basée sur l'eau et notamment sa qualité. Donc, elle est dépendante de la qualité d'eau de mer, mais aussi de ses rivières et de ses lacs, parce qu'il y a beaucoup de pêche, de cultures maraîchères, etc. Voilà, donc elle a effectivement aussi un contexte climatique qui est assez problématique, puisqu'elle est régulièrement frappée par des typhons, des moussons, etc. Donc, Xiamen met en place un projet de Eco-City, et parallèlement, le sujet de l'eau, qui n'était pas forcément encore nommé à proprement dit par le gouvernement chinois dans les années 90 et 2000, mais qui était totalement intégré déjà à la planification environnementale de cette ville. En 2015, Xiamen devient une Sponge City officielle, et la stratégie qui est mise en place est extrêmement intéressante, puisque l'idée est de travailler sur plusieurs actions en parallèle. La première, c'est la stratégie des transports. Comment est-ce qu'on va réintégrer l'eau comme moyen de transport au-delà des routes qui sont saturées. La deuxième stratégie, c'est la gestion des déchets, puisque l'idée centrale était de dire que là, en cas d'événements climatiques, de catastrophes naturelles, la gestion des déchets était complètement séparée. Enfin, on pouvait séparer la gestion des déchets de la gestion de l'eau. Parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'il y a de fortes pluies ou voilà, comme les inondations qui ont lieu en Espagne, on a vu des exemples assez flagrants, il y a les cours d'eau sont remplis de déchets et il y a une très forte pollution de l'eau. Et la troisième stratégie est liée justement au verdissement, et donc à redonner de la place au végétal, à la fois comme espace récréatif, mais aussi en ayant un rôle sur notamment les conforts de vie au sein de la ville. Donc, bien sûr, les îlots de fraîcheur, et puis tous les bénéfices dont nous a parlé Jonathan précédemment, et qui sont multiples quand on intègre ces trois éléments, donc le sol, l'eau et le végétal. Et peut-être pour terminer, parce que je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de choses à dire, un des aspects qui est extrêmement intéressant, c'est que Xiamen a
développer, on va dire, l'implication citoyenne dans ces programmes de mise à niveau écologique et de transition sur la gestion de l'eau. Il y a une très forte mobilisation, non seulement pour nettoyer les espaces qui étaient pollués, mais aussi pour… alors, ça peut paraître paradoxal dans un pays comme la Chine où la société civile n'existe pratiquement pas, au vu de la situation politique, mais pour ces programmes qui sont très vertueux et qui sont portés très fortement par les gouvernements locaux, il y a une très forte mobilisation citoyenne. Ce qui est aussi très important parce que ça apporte tout un volet pédagogique voilà, cette population qui a été acculturée à la tradition de l'eau ancestrale revient à ses fondements et notamment grâce à ces différents projets menés à Xiamen. Alors, je crois qu'on a quelques questions déjà. Oui, je vois les questions, c'est pour ça que je suis… peut-être, je vais pouvoir… en effet, il y a beaucoup de choses, sans doute beaucoup de réactions. On peut répondre à quelques-unes et ensuite on aura toujours à la fin des présentations notre temps pour continuer. Alors, il y en a une première sur le déploiement d'une stratégie de lutte perméable me semble devoir être menée simultanément avec une stratégie efficace de lutte contre les pollutions pour ne pas infiltrer des polluants à l'excès et nuire au sol, la biodiversité, services écosystémiques. Comment voyez-vous cette stratégie eau, ses présupposés, ses conditions, ses moyens? Et ensuite, une question sur la labellisation de la Sponge City. Donc, ce que cela recouvre pour les autorités locales? Alors, je vais répondre à la deuxième question. Alors, ce n'est pas un label, c'est un programme politique. C'est-à-dire que les villes candidates, donc, il y a tout un dossier à remettre avec, et notamment sur les enjeux financiers de cette participation à ce programme. Donc, les villes sont choisies en premier pour leur rang économique dans la hiérarchie administrative de la Chine. Donc, plus une ville a d'habitants et a de poids économique en Chine, plus elle a de chances d'être sélectionnée. Et c'est le cas d'ailleurs des 30 villes, lorsque vous voyez la liste, c'est des villes majeures en Chine. Une fois qu'elles sont sélectionnées, elles ont accès à des financements pour un premier financement la première année. Pour continuer à obtenir ces financements chaque année, les villes doivent prouver l'obtention de résultats qui sont fixés dans ce programme de la Sponge City, qui est assez complet, il y a beaucoup de choses, et notamment des indicateurs, et notamment justement ceux que je vous ai cités, donc 80% de perméabilité de la ville, etc. Donc chaque année, il y a une commission de l'État qui vient évaluer les résultats de la ville et qui permet de continuer à avoir accès au financement. Voilà, ça fonctionne. En fait, c'est vraiment l'objectif à terme de ce programme est sans doute de diffuser ce programme à l'ensemble de toutes les villes qui sont bien sûr vulnérables et à risque. Cependant, la première étape, je pense que c'est vraiment une question de financement, c'est d'aider les premières villes les plus importantes, ou en tout cas ou fragilisées, à mettre en place de tels dispositifs et donc de prouver que c'est efficace. Le gouvernement chinois fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'il met en place des programmes, il les teste sur des villes, il les expérimente, et puis si ça fonctionne, enfin il sélectionne ceux qui fonctionnent le mieux, le rediffuse à plus grande échelle. Alors, d'autres questions? Merci. Si on a le temps, je pense qu'on va peut-être passer à la présentation de Paola Vigano et qui pourra peut-être répondre aussi à des questions plus générales, et sinon je tenterai d'y répondre à la fin. Il me semble qu'il y en a d'autres études sur le bilan économique de l'action. Je ne sais pas si tu as des ressources à conseiller ou à partager, ou est-ce que dans la note, on peut trouver ces informations-là? Alors, pardon. C'est la question sur on a du mal à avoir un bilan économique de l'action écologique, et en particulier les coûts-bénéfices. Comme la Chine semble avancer plus rapidement sur la ville perméable, a-t-elle fait ses études?
peut-être celle-ci rapidement et ensuite on Alors peut oui, passer. il y a quelques chiffres dans la note, je ne les ai plus. Alors il y a quelques chiffres, alors à savoir que c'est quand même compliqué d'obtenir des chiffres très concrets sur l'exemple chinois. J'ai quand même réussi à obtenir quelques chiffres qui sont mentionnés dans la note, et notamment des études, donc une étude anglo-saxonne qui identifie en fait surtout les coûts évités. Voilà, les coûts évités d'une catastrophe naturelle telle les inondations sur les infrastructures existantes, les infrastructures dites grises dans la ville. Donc il y a quelques chiffres, mais c'est difficile d'avoir une vraie transparence sur ces aspects financiers. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer à Paola Vigano qui va nous ramener un peu plus vers chez nous en Europe avec 3 exemples de territoires très différents avec des situations, des préoccupations différentes. Donc de Rennes, de Belgique et de Venise. Oui, donc merci. D'abord, je partage. Oui, parfait, merci. Et ensuite, j'arrive rapidement. Voilà. Alors, donc c'est évidemment difficile pour les trois invités de rester dans les temps parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais j'essayais avec ces 5 images, de dire des points que je considère très importants. Donc, le premier, c'est une petite intervention que nous avons réalisée à Lausanne dans le cadre de le programme Lausanne Jardin et qui a été financé par une société d'assurance. Donc, on comprend comment les assureurs sont très impliqués dans cette question de Sponge City. Et en effet, c'est présenté comme une sorte de prototype de Sponge City dans la ville de Lausanne. Évidemment, ce thème n'est pas nouveau. C'est un thème qui a une tradition. Il y a des villes qui ont toujours exploré cette capacité de récolter l'eau, de s'organiser à travers ça. Mais on avait un petit peu oublié peut-être. Et maintenant, on découvre à travers ce sorte de slogan qui s'appelle la Sponge City. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas, donc c'est un jardin de circulation où la police enseigne aux enfants à aller à vélo, respecter les signaux, etc. Donc, c'est un petit peu plutôt politique disciplinaire, mais il y a beaucoup d'enrobés. Il y avait beaucoup d'enrobés que nous avons éliminés. Et nous avons construit ce jardin où différents types de collecte de l'eau et d'infiltration de l'eau sont utilisés, car même dans un espace si petit, on a des conditions de sol très variées, et en particulier, on ne connaît pas les sols. Donc, on commence un projet comme celui-ci, un tout petit projet, et on doit découvrir la qualité, les caractéristiques des sols qui se trouvent en ville. Donc, cet aspect d'avoir affaire avec des sols qu'on ne connaît pas, Jonathan disait au début que le sol est fondamental, sauf que les sols urbains, on ne les connaît pas, parce que ce sont des sols vraiment modifiés. Et quand on fait des interventions comme celle-ci, on doit adapter les projets aux sols qu'on trouve et desquels on n'avait pas connaissance avant qu'on commence vraiment à creuser. Donc on pensait que les parties où on pouvait infiltrer étaient quelque part, au contraire, elles étaient ailleurs. Et donc on redessine au fur et à mesure qu'on découvre, par exemple, les caractéristiques des sols. Ça, c'est quelque chose que pour moi, c'est très important. C'est une question qui va de plus en plus être présente dans nos projets. D'abord, la nécessité de connaître ces sols urbains et de penser des projets avec ces sols. Deuxième point qu'on a ici, vous voyez, il y a des danseuses qui utilisent le jardin de circulation, où ce qui circule est plutôt l'eau, dans ce cas. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, comment un jardin qui a un espace fermé aujourd'hui, monofonctionnel, dédié que à ces cours pour les enfants, peut finalement développer un potentiel aussi d'espace public
impressionnant dans lequel, par exemple, on peut imaginer de faire des performances, on peut imaginer d'avoir des moments des événements et comment l'eau même peut participer à construire un lieu public spécifique. Le deuxième cas, c'est un cas qui mériterait beaucoup plus de temps, mais la ZAC de la Courrouze à Rennes, un projet que nous avons initié en 2003, donc il a désormais plus que 20 ans. Des comparaisons de photos entre l'état dans lequel on a trouvé ce lieu et certaines des situations que nous avons construites pendant le temps, avec l'idée de travailler la situation existante, surtout avec une grande attention à la végétation existante, au peu de sol où il y avait encore un petit peu de matière organique, un petit peu de vie, et pour le reste, une vraie reconstruction de sol, de nature et de conditions pour l'eau. Toute la gestion de l'eau est une gestion en surface, en sachant que dans ce cas, la perméabilité n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est sur des sols argileux. Et donc, je pense que là, quand on parle de ville perméable, on doit quand même considérer en général la gestion de l'eau plutôt que la perméabilité des sols, parce que la perméabilité des sols n'est pas toujours là. Et dans ce cas, donc, l'enjeu était de réaliser un nouveau quartier pour plus que 5000 logements et beaucoup d'emplois sur des sols non perméables et sur lesquels on devait plutôt travailler sur le ralentissement, le stockage de l'eau et redonner cette eau finalement au réseau, mais en passant à travers la végétation. Donc finalement, c'est le passage, on stocke, on récolte, on alimente la végétation et ce qui reste pourra continuer après lentement et revenir dans le réseau. Donc c'est tout un cycle qui se construit et qui montre la force de l'eau. Moi, je pense que quand on voit ces images, on comprend que dans quelques années, parce qu'on parle finalement d'horizon temporel assez limité, on peut reconstruire, on peut régénérer, et que pendant qu'on régénère la ville, ça c'est typiquement un projet de régénération urbaine, on régénère aussi les sols, on régénère l'écosystème, mais aussi on construit des conditions pour que d'autres formes de vie et de biodiversité puissent se réaliser. Le slogan de ce projet était « Vivre en ville, habiter dans un parc ». Alors, le parc, c'est le résultat de la gestion de l'eau, de la reconstruction des sols et de faire avec des sols pauvres. Donc, on a aussi décidé de ne pas prendre beaucoup de sols bien construits ou bien organiques dans d'autres endroits, mais de faire avec les sols qui étaient là, donc des sols assez pauvres, mais qui finalement génèrent des paysages très bretons, assez intéressants. Je passe au... je sautais quelque chose. Au troisième, là aussi c'est un espace public. Ici nous sommes à Bruxelles. C'est un projet qu'on a terminé l'année passée de réqualification d'un espace existant. C'était une sorte de plaine inclinée, totalement imperméable, dans lequel on avait déjà des arbres qui étaient plantés et des sols qui avaient des problèmes aussi de pollution. Donc, évidemment, les arbres ont été tous gardés, on a planté de nouveaux arbres, mais surtout, on a retraité ce sol incliné, sur lequel donc, on avait un petit peu le passage de l'eau, et on a ralenti ce passage avec la construction de ce système de noues qui ont organisé, aussi d'un point de vue du projet, ont organisé le dessin. Alors, c'est un projet assez simple, c'est le type de projet qu'il faudrait répéter 1000 fois, 100 000 fois dans les villes. L'idée, c'est de vraiment travailler le passage du minéral au plus perméable, au non minéral. Vous voyez vraiment à travers les images que on arrive à des parties qui sont vraiment totalement déminéralisées. Ce sont des pelouses avec les arbres qui font de l'ombre, mais on passe aussi de parties qui sont plutôt minérales parce qu'on est en pleine ville, dans le centre-ville, en continuité avec un des espaces les plus fréquentés de Bruxelles. Donc, on avait besoin aussi d'étendre l'espace pour le marché, etc. Donc, cette gradation qui part du point bas
la partie plus minérale, et d'en haut, donc on descend avec le système de terrassement qui organise donc l'espace des nœuds. Ça a été considéré quand même un des premiers projets d'adaptation au changement climatique dans la ville de Bruxelles. Et l'ensemble de ces petits projets nous permettra de réfléchir dans le futur sur l'idée d'un système d'espaces qui sont dédiés à l'eau, mais aussi aux pratiques sociales, en continuité. Et je trouve que cet aspect du système d'espace vert, d'espace ouvert, d'espace public, c'est quelque chose de très important pour réfléchir sur la ville du futur. Donc, pas que des épisodes, mais aussi toute une série de réseaux, de connexions et de systèmes d'espace. Le quatrième thème, je voudrais le toucher avec, donc ici je change d'échelle, je vais à l'échelle territoriale, où on se trouve, ici on est à Venise, c'est l'aire métropolitaine de Venise, donc je ne vais pas parler de Venise parce qu'on aurait besoin de beaucoup plus de temps, mais je vais parler un instant des conditions qui font que ce territoire est tout dessiné par l'eau, dans ses différentes formes, et comment la nature, justement, des sols et des sous-sols intervient dans ce cas. Et les couleurs ici nous montrent les parties qui sont perméables, fortement perméables, parce que c'est du gravier. Ce sont des dizaines de mètres de gravier qui est exploité, entre autres. Des parties qui sont beaucoup moins perméables parce qu'il y a un changement de la pente et parce que le sol et le sous-sol changent sa nature. Donc, en particulier, on passe à des sous-sols d'argile. Et vous voyez ici, c'est plus ou moins la ligne où les petites rivières qui sortent de la montagne remontent en surface. Et donc, c'est vraiment un point de passage essentiel d'un point de vue du système de l'eau. Et après, au fond, là, vous voyez des réseaux de lignes d'eau qui est encore plus dense parce qu'on passe là au niveau de la mer. On est à 0 et après on descend sous le niveau de la mer. Donc, c'est des conditions type les polders hollandais. Ce sont des zones qui ont été assainies dans le passé, mais qu'aujourd'hui sont des zones qui posent des problèmes pour la quantité d'énergie qui est nécessaire pour garder ces territoires cultivés. Et où on s'interroge sur la possibilité dans le futur de restituer finalement ces territoires qu'on a au nord de la lagune, mais aussi au sud de la lagune, plutôt à l'eau. Ce qui est très important là, et c'est vraiment cette logique qui va des Alpes, la question des glaciers, les transformations du climat, la montée du niveau de la mer qui construit une nouvelle coupe territoriale, dans le sens qu'on doit s'interroger sur comment la partie, disons, très perméable peut avoir ce rôle aussi d'infiltrer l'eau, en sachant que l'eau qu'on doit infiltrer, qu'on peut infiltrer parce que c'est très perméable, doit être de l'eau bien de bonne qualité, parce que sinon on va polluer totalement la nappe phréatique. Donc la question de la dépuration de l'eau devient absolument fondamentale, mais aussi de l'accumulation d'eau, parce que même la zone très perméable, avec l'urbanisation, a perdu beaucoup de sa capacité d'infiltration. Dans la partie disons, moins perméable ou très, très peu perméable. La question, c'est aussi de retrouver des espaces pour l'eau. Donc là, c'est des transformations de l'agriculture qui devraient permettre d'être inondée, par exemple, de survivre avec l'inondation. Donc une adaptation de l'agriculture et aussi une réforestation, parce que la forêt qui était présente dans le passé très loin a complètement disparu, donc aussi la nécessité de afforestation. Et après, se reposer des questions fondamentales sur est-ce qu'on doit restituer ces espaces, les espaces qui ont été donc, modifiés pour l'agriculture, plutôt à l'eau, parce que finalement, ce sont des espaces qui appartiennent à l'eau et l'espace plus bas. Donc, des gros questionnements qui remettent en cause, par exemple, toute l'infrastructure qui a été créée dans le temps long. Par exemple, le système de drainage organisé par les Romains, plus qu'il y a 2000 ans, ou tout le système plutôt du Moyen-Âge lié aux canaux qui irriguent la plaine sèche, tandis qu'ici, tous les canaux sont des canaux plutôt qui drainent la plaine humide. Donc, des questions, je dirais, absolument à une échelle imposante et dans lesquelles l'attention vraiment à la relation entre eau
sol et sous-sol est absolument fondamentale. Et encore une fois, une lecture systémique est la seule qui peut nous aider à comprendre un petit peu les solidarités entre les différents territoires. Et j'arrive donc à mon dernier thème qui s'inspire à ce travail que nous avons réalisé très récemment sur un des vallées qui ont été inondées en 2021, juillet 2021. Donc, c'était à côté de Liège, à la Belgique, entre la Belgique et l'Allemagne, la vallée de la Vestre, là où il y a la communauté germanophone de la Belgique qui vit. Et ces images de cette photographe montrent un petit peu cette énergie liée au moment de la catastrophe dans laquelle on se retrouve, non, on se remet ensemble, on dit, ben là, il faut maintenant ensemble, non, changer, reconstruire, c'est-à-dire des formes de solidarité. Et alors, la question que nous, on se pose, c'est que quand on parle de l'eau, ici, vous voyez la vallée, l'espace que l'eau a pris dans la vallée, elle a occupé tous les lit mineurs et le lit majeur complètement, le lit majeur complètement. Donc, elle a repris son espace. Et la question, c'est que le long de ce lit majeur, on a construit une vallée habitée donc, et industrialisée. Dans le passé, c'était vraiment l'industrialisation de la première vague d'industrialisation. Et donc, cette coexistence avec l'eau, mais aussi le fait que les parties hautes sur les deux côtés de la vallée, ont créé une partie du problème avec leur incapacité à garder l'eau sur leur territoire, et plutôt non, en laissant l'eau partir avec la pente vers le fond de la vallée, là où tous les gros problèmes se sont réalisés et là où la population la plus pauvre et fragilisée habite. Donc tout ça a besoin de logique systémique, mais aussi de logique de résilience et de solidarité très claire. Donc la question Alors justement, de il y a une question justement sur les assurances. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre, vu que je vois qu'il ne reste que alors, les 5 assurances petites ont fait minutes. leur Sur passage comment dans les assurances ont reçu votre étude et les conclusions qu'ils en tirent sur leur politique à venir. Je n'ai pas de réponse aussi, disons, aussi précise parce que tout ça, c'est encore un cours. Mais c'est clair que les assurances ont joué un rôle important parce que justement pour les habitants, c'était le rapport avec l'assurance, c'est-à-dire qu'est-ce que... Et là, il y a eu un premier moment immédiatement après les inondations où tout le monde essayait de reconstruire comme c'était avant. Même les règlements encore, disons, la façon d'obtenir un permis de reconstruction imposait de refaire ce qui était avant. Ce qui était évidemment totalement erroné. Donc ici, on pourrait faire beaucoup de discours sur l'idée d'être prêt ou pas, ce concept en anglais, dans la preparedness. Est-ce qu'on doit se concentrer sur se préparer pour ces événements catastrophiques? Est-ce que ça suffit de se préparer ou on doit repenser une vision? Et pour nous, ça a été ça le cas. La question qu'il fallait non seulement se préparer au prochain, parce que les climatologues nous ont dit qu'on aura de 2 à 3 événements à la même échelle d'ici 2050. Donc, c'est terrible. Je veux dire, si vous vivez là et vous savez ça, déjà, vous vous dites, mais est-ce que je veux continuer à habiter ici? Et après 2050, ce sera plutôt la sécheresse, les incendies. Donc, déjà, on doit imaginer des infrastructures qui puissent aider dans les deux cas. Et là, je dois dire que le travail avec les hydrologues, et non seulement les ingénieurs hydrauliques, a été extrêmement important parce que, comme vous voyez dans ces images, c'est une vraie transformation de tout le territoire, c'est-à-dire que l'agriculture doit s'adapter pour être capable de garder plus d'eau sur les versants. Donc, il faut revenir à des formes de mix, hein, de fruitiers, de types de bocage qui étaient présents dans le passé, qui ont disparu. Donc, il faut que déjà le versant doit être capable de retenir l'eau d'une façon plus forte. Et aussi, on a cette grosse question qui est liée à la transformation en forêt de territoires qui étaient plutôt des territoires éponges liés à l'eau humide, etc. À un certain moment, on a décidé de drainer ces territoires et de planter des nouvelles forêts.
forêt. Et aujourd'hui, disons, ce système échappe un petit peu au contrôle parce qu'on a créé des sols, des terrains extrêmement imperméables, où l'eau coule hyper rapidement. Donc, une transformation qui serait de revenir un petit peu en arrière, mais de repenser aussi pour imaginer aussi du stockage, disons, qui serait sur les plateaux et sur certains versants. Donc, avec effectivement des micro-topographies capables de garder un petit peu plus d'eau, non, et de donc, ralentir l'eau qui arrive jusqu'en bas. Parce qu'en bas, comme je dis, il y a beaucoup plus de pauvreté, de fragilité et beaucoup plus de risques qui est généré par l'amont. Donc, l'aspect de la solidarité territoriale est ici hyper clair. C'est clair qu'un territoire ne peut pas se penser qu'à partir du lieu où le phénomène se montre dans sa plus grosse capacité de destruction. Les questions sont vraiment à partager. Les thèmes, les risques sont à partager par tous. Et ça, c'est une leçon que l'eau nous donne et qui est beaucoup plus large que la question de l'eau. Elle toucherait vraiment à cette idée de résilience de laquelle on parle beaucoup, mais qui nous imposerait, par exemple, de réfléchir sur la question de la solidarité territoriale entre humains et non-humains. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, peut-être je passe la parole une dernière fois pour la conclusion à Jonathan Schwitt, qui me semble réfléchissait aussi à comment repenser le territoire et les frontières entre ville et campagne. Je ne sais pas si ce qui vient d'être dit vous fait émerger quelques réflexions pour clôturer. Oui, voilà, tout à fait. Questions. Ce que vient de dire Madame Vigano me parle beaucoup sur vraiment cette solidarité amont-aval notamment, et sur repenser l'ensemble du cycle de l'eau sur son territoire, c'est-à-dire que les problématiques de la ville perméable, la ville éponge, elles dépassent largement finalement le cadre de la ville. Les sociétés urbaines se sont construites aussi parce qu'il y avait des territoires ruraux autour qui permettaient de soutenir ces infrastructures, ces modes de vie, et notamment le secteur tertiaire. Donc repenser cette solidarité, c'est-à-dire repenser la manière dont l'eau va venir impacter les infrastructures urbaines en s'intéressant à ce qui se passe dans les territoires ruraux et en aidant les territoires ruraux à développer des aménagements d'hydraulique douce notamment, ça me paraît être d'une évidence capitale de nos jours. Si je peux ajouter, Jonathan, on est dans des territoires ruraux, mais ce sont des territoires clairement urbains, des territoires où il y a beaucoup de villes diffuses. Donc, vraiment l'intrication, la relation entre l'espace habité, l'espace bâti, infrastructuré et ce que tu appelles l'espace rural, c'est total. Donc, encore plus, on doit se poser les questions à toutes les échelles, sur toutes les parties du territoire. Et le prisme de la solidarité, c'est hyper intéressant parce que la solidarité est très concrète. C'est des actions concrètes qu'on peut faire. Ce n'est pas des théories, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait pour allévier certains problèmes. Donc, je trouve que là, c'est vraiment une leçon que l'eau nous donne pour réinterpréter aussi le reste. Tout à fait. Parfait. Je pense que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup à tous les trois pour ces exemples qui nous montrent bien qu'il faut réfléchir la ville perméable encore plus loin que ça, et surtout avec les espaces ruraux ou urbains, mais diffus. Merci beaucoup. Et donc, vous avez aussi également les notes qui ont été publiées dans le chat pour avoir plus d'informations. Et vous pouvez également suivre nos prochains projets sur le sujet sur notre page LinkedIn et notre site. Merci à tous les trois pour vos interventions. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée.